Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette conférence, ce forum avec Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre du Tourisme et de l'Artisanat chargé du tourisme dans le plus grand confort. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أيها السادة والسيدات، بادئا ببدء أود أن أتقدم إليكم باسمي وباسم الوفد الذي رافقني في هذه الزيارة بأحر التشكرات على حسن الضيافة التي منينا بها على مستوى ولاية وهران. كما أغتنم الفرصة أيضا لكي أشكر الحضور الكريم على تلبية الدعوة. À vos très aimables propos, je vous dirais que c'est moi qui vous remercie d'avoir donc honoré de votre présence ce forum qui, je l'espère, sera d'un intérêt optimal pour tous les présents, pour moi aussi, parce que je l'inscris dans une dynamique d'interactivité, donc de B2B, si vous voulez, ou de win-win-win. Donc, بودي أن أعطي نظرة ولو وجيزة على الاستراتيجية المنتهجة من طرف قطاع السياحة من أجل كما تفضلتم النهوض بهذا القطاع الحساس. هذه الاستراتيجية التي تبلور إذن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الجزائري الذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية في 2008، والذي يطبق برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي يصب أو يهدف إلى خلق صناعة سياحية بأتم معنى الكلمة، أي صناعة خالقة لموارد للثروات وخالقة لمناصب العمل. Donc je vais commencer par vous brosser un petit portrait de la stratégie, comme j'ai dit, nationale. Donc, comme je vous ai dit, nous allons commencer par évoquer la stratégie nationale, le schéma directeur d'aménagement touristique, qui s'articule autour de 5 dynamiques. On ne peut aborder aucune question ensemble sans faire donc un tour d'horizon de la stratégie nationale, parce que c'est par cette stratégie et pour cette stratégie que nous sommes là. Et c'est à partir de cette stratégie que vos questions devraient émaner, parce que cette stratégie est la politique du secteur et la feuille de route du secteur susceptible donc de nous permettre de transformer, je le dis à chaque fois, transformer les territoires algériens d'excellence en destination. Nous ne sommes pas encore une destination, je le dis haut et fort, nous sommes une destination en construction. Nous voulons construire la destination Algérie. Et quand je dis la destination Algérie, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une destination, mais des destinations. La destination Oran, la destination Oasis, la destination Hogar, qu'est-ce que j'en sais, la destination des Aurès, on en reparlera. Donc c'est une stratégie qui s'articule autour de 5 dynamiques. La première, comme vous le voyez, c'est le plan destination. C'est quoi le plan destination? C'est le volet promotionnel. C'est promouvoir ou promotionner l'image de la destination Algérie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le choix du touriste se pose sur une destination après que cette destination réussit à le faire rêver. Quand je dis Algérie, à quoi pense le touriste? C'est la question que nous... Quand je vous dis, par exemple, là tout de suite, je vous dis Afghanistan, vous avez des idées qui défilent dans votre tête, c'est l'image. Donc nous devons œuvrer pour imposer la véritable image de la destination Algérie, qui est celle d'un beau pays, d'un très beau pays même, de la diversité, de la profondeur. Donc tout ça, ce n'est pas une mince affaire, c'est beaucoup d'efforts qu'il nous faudra déployer pour justement promouvoir ou promotionner cette image au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, je vais faire vite. Donc, la première dynamique, c'est le plan destination. La deuxième dynamique, c'est la mise à niveau. La mise à niveau, le plan qualité tourisme. Tout le monde dans cette salle sait que la destination Algérie pâtit d'une qualité de prestation, je vais dire, médiocre. Sur le plan de la qualité des prestations qui sont prodiguées aux
aux touristes, aux consommateurs, que ce soit les consommateurs domestiques, donc nationaux ou internationaux. Nous savons tous que notre point faible, c'est la qualité des prestations. Nous en sommes conscients et un péché avoué est à moitié pardonné, comme on dit. À charge pour nous, à charge pour vous. Quand je dis nous, c'est vous et nous. À charge pour nous, donc, d'œuvrer ensemble pour mettre à niveau ces prestations. Et à ce titre, je vous dirais que la solution se trouve toujours dans la stratégie, dans la mesure où cette mise à niveau, elle concerne quoi? Elle concerne tout simplement un volet qui est extrêmement important, qui est la formation. La formation. Comme on dit en arabe, فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن أطلب من مسير ليس له الكفاءة المناسبة من أجل تسيير مؤسسة فندقية، لا يمكن أن أطلب منه نوعية خدمات راقية. من المستحيل. Ce n'est pas possible. On ne doit pas rêver. Donc, nous devons former. Nous devons former notre personnel. Nous devons savoir qu'il est plus facile de construire un hôtel que de former celui qui va gérer cet hôtel. Un hôtel, au grand maximum, a besoin de 24 mois. Aussi spacieux soit-il, aussi fameux soit-il. 24 mois, c'est suffisant. Mais pour former un manager, il vous faut 4 ans, soit le double. Donc vous comprenez qu'il faut donner beaucoup plus d'importance à celui qui gère la structure qu'à la structure en elle-même. Donc, la deuxième dynamique, comme j'ai dit, la mise à niveau, la formation, le recyclage, tout ça est une dynamique du schéma directeur d'aménagement touristique ô combien importante. Et on arrive à la troisième, qui est le développement des investissements. Oui, il faut développer l'investissement. Il faut encourager les investisseurs. Parce que, je vous disais, d'abord, je vous donne des chiffres. L'Algérie compte 97 000 lits au jour d'aujourd'hui en exploitation. 97,000 سرير في حيز الاستغلال. Sur ces 97 000 lits, nous allons être très optimistes. Au grand maximum, 20% répondent aux normes internationales. Avec beaucoup d'optimisme. Je dirais au grand maximum, 20% répondent aux normes internationales. Maintenant, ce n'est pas une fatalité. Vous savez très bien que l'Algérie est passée par une période où l'activité touristique était pratiquement inexistante. Cette période a fait que, comme dirait l'autre, qui n'avance pas, recule. À partir de ce moment, la non-activité touristique a fait que la qualité des prestations en a subi un coup. Et maintenant, il nous appartient donc de redresser la barre, d'œuvrer pour que ce parc hôtelier existant se mette à niveau. Mais maintenant, je vais me mettre à la place d'un hôtelier. J'ai un hôtel, quel qu'il soit, je fonctionne à 60 ou 70% de taux de remplissage. Et vous venez me dire, mettez-vous à niveau. Moi, je n'en vois pas l'utilité, parce que je travaille. Je n'en vois pas l'utilité. Je fais 70% de taux d'occupation, avec mes insuffisances. Mais quand est-ce que je vais me mettre à le mettre à niveau? C'est quand il y aura la concurrence. Et c'est pour cela que le développement des investissements va donner au parc hôtelier algérien cette capacité qualitative, en plus de la capacité quantitative, qui va obliger le parc hôtelier existant à se mettre à niveau pour ne pas disparaître, tout simplement. Donc je vous donne le chiffre aussi de l'investissement. Nous avons 50 000 lits au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui sont en train de pousser, qui sont en train de voir le jour. 50 000 lits, dont une grande partie sera réceptionnée au cours de cette année 2013, et la totalité sera réceptionnée avant 2014. Ça veut dire que fin 2014, l'Algérie disposera d'un parc hôtelier conséquent, aux normes, qui va d'un côté régler le problème quantitatif, parce qu'il va apporter un plus au nombre de lits, mais surtout apporter une solution qualitative en obligeant l'existant à se mettre à niveau pour ne pas disparaître. Telle est donc, si vous voulez, l'essence de la stratégie nationale du développement touristique. Le quatrième volet, vous allez me dire, investir, oui, mais investir comment? Le financement. Le financement et l'accompagnement. C'est une dynamique du schéma directeur de l'aménagement touristique. Le financement consiste à quoi? Nous avons contracté une convention avec 6 banques l'année dernière, en juin dernier. 6 banques qui ont accepté d'accompagner les projets touristiques. Je suis sûr et certain que dans cette salle, il y a des investisseurs qui ont bénéficié
de ces avantages bancaires, etc., de certaines banques, dont le CPA, dont la Knep Bank, dont la BDL, le FGAR, Jazer Istithmar, et puis j'ai oublié une banque, la 6e, la BAD. Pourquoi j'ai oublié? Parce que c'est une banque à résonance agricole, mais tenez-vous bien, c'est une banque qui est disposée à accompagner les projets touristiques, tenez encore vous bien, ruraux. Et nous en parlerons tout à l'heure, parce que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose de fabuleux, qui est le tourisme rural en Algérie. Les gîtes ruraux, etc. Dieu sait que le bon Dieu nous a nantis d'une nature ô combien généreuse, et que la population algérienne qui se trouve au niveau des villes et des centres urbains étouffe, alors que nous avons toute la latitude de réaliser des gîtes touristiques dans nos campagnes, dans nos sites ruraux, et de proposer une gastronomie culinaire, une gastronomie du terroir, traditionnelle. On en reparlera tout à l'heure. Donc le financement, nous avons la chance d'être accompagnés par 6 banques. C'est de très bon augure. Je profite de cette tribune qui m'est offerte pour les remercier. Elles ont compris que le tourisme est une industrie. C'est une véritable industrie. 1000 milliards de dollars, c'est la recette engendrée par le tourisme au niveau mondial. Plus d'1 milliard de touristes au monde ont été recensés en 2012. Comprenez que c'est une véritable manne, c'est une mine d'or qu'est le tourisme. Et quand on sait que l'Algérie a pratiquement tous les ingrédients pour construire une industrie touristique d'excellence, nous ne pouvons que nous dire que il faudra accélérer la cadence, accélérer le rythme pour, comme j'ai dit, donc hisser le niveau de nos activités touristiques au niveau mondial. Enfin, la dernière dynamique, c'est celle qui, on en parlait tout à l'heure, en off, c'est que le tourisme, mesdames, messieurs, est un secteur qui n'est pas un secteur comme les autres. Tous les secteurs, je dis bien tout, et je vous demanderai de me donner un secteur qui ne soit pas concerné par le tourisme. Vous n'en trouverez pas. Tous les secteurs sont concernés par le tourisme. Donc c'est un secteur transversal. Et c'est pour ça qu'il y a une dynamique qui s'appelle l'articulation de la chaîne touristique, la transversalité. Nous ne pouvons pas appréhender le secteur touristique comme on appréhenderait le secteur des travaux publics. Le secteur des travaux publics a une feuille de route, c'est les routes et les autoroutes, et le désenclavement, l'accessibilité. Mais le tourisme, c'est les routes, c'est le transport, c'est l'environnement, c'est la culture, c'est les affaires religieuses, c'est l'éducation, c'est l'eau, donc c'est l'énergie, c'est tous les secteurs qui sont imbriqués pour justement hisser l'activité touristique au rang mondial. C'est pour cela qu'une dynamique, et pas des moindres, s'appelle tout simplement la transversalité ou l'intersectorialité. Donc ça, je ne pouvais pas ne pas aborder ça avec vous pour que vous ayez déjà une idée sur la stratégie, et à partir de là, vos questions peuvent toucher la formation ou l'investissement ou l'accompagnement bancaire ou la promotion, mais là au moins vous aurez une idée sur la stratégie nationale. Alors, maintenant, il ne suffit pas de dire qu'on a une stratégie nationale pour développer le tourisme. C'est pour ça qu'il y a un prolongement de ce schéma directeur d'aménagement touristique approuvé par le gouvernement algérien en 2008. Ce prolongement s'appelle les schémas directeurs d'aménagement touristique de wilaya. Chaque wilaya a son schéma. C'est très important. Bon, je vous ai donné là quelques chiffres. Nous avons 48 wilayas. Nous avons 3 schémas qui sont réceptionnés, finalisés. Nous en avons un qui n'est pas encore inscrit. Nous avons 8 en cours de lancement et nous avons 36 en cours d'élaboration, donc qui avancent, dont celui d'Oran. Alors, c'est quoi ces schémas directeurs d'aménagement touristique de wilaya? C'est une reconnaissance d'une vérité sine qua non. C'est que chaque wilaya a ses spécificités. Je ne mets pas en tourisme la wilaya d'Oran comme je mettrais en tourisme la wilaya de Tissemsilt. C'est pour cela, ce matin, que j'ai demandé au bureau d'études qui m'a présenté le plan d'aménagement touristique de Ain Feranin, je lui ai dit, est-ce que vous avez fait déjà des études similaires auparavant? Parce qu'attention, on ne joue pas avec ça. Je ne copie pas, la notion de copier-coller, on la connaît. Je ne copie pas Tissemsilt, je la colle à Tébessa. Et je ne copie pas Relizane et je la colle à Tiaret. Chaque wilaya a ses spécificités. Et c'est pour cela que nous avons décidé ces 48 schémas directeurs d'aménagement touristique de wilaya pour que chaque wilaya mette sa stratégie
de mise en tourisme propre à elle. C'est très important. Alors, je prends Oran. Nous sommes à Oran. Ce matin, j'ai fait un joli jeu de mots. Je vous le partage. J'ai dit Oran doit être une wilaya de Oran. H-A-U-T-R-A-N-G. Oran. Donc, la wilaya d'Oran. La wilaya d'Oran. Bon, la wilaya d'Oran, justement, est une wilaya qui doit être appréhendée, mais vraiment de façon spécifique, eu égard à beaucoup de choses. Donc, ce matin, j'ai parlé de tourisme d'affaires. Est-ce que vous avez remarqué que quand on parle d'affaires, on pense que les affaires n'ont rien à voir avec le tourisme? Par exemple, j'entends des gens parler de tourisme, de chiffres, et puis dire « Oh, on en a combien ?» Je vous donne les chiffres, je profite. La DGS, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, c'est elle qui nous communique les chiffres d'entrée aux frontières, 2 700 000 entrées aux frontières. Je ne vais pas avoir la prétention de vous dire 2 700 000 touristes. Je vous dis 2 700 000 entrées aux frontières. Donc, qu'on prenne l'expression juste. Parmi ces 2 700 000 entrées aux frontières, nous avons 1 700 000 Algériens résidant à l'étranger. Donc, il nous reste 1 million d'étrangers, entre guillemets. Ces étrangers, ils ne sont pas tous venus pour bronzer ou pour faire une cure thermale. Il y en a qui sont venus pour affaires. C'est un touriste, messieurs, dames. Je suis désolé, c'est un touriste. Il y a la formule du tourisme d'affaires. Et je crois qu'il est temps de rétablir certaines réalités sur ce concept de tourisme. Les gens qui viennent pour affaires. Le tourisme d'affaires, c'est quoi? Le tourisme d'affaires, c'est ce tourisme qui concerne les congrès, les conférences, les séminaires, les colloques, les symposiums, mais aussi les salons, comme le salon d'aujourd'hui, de Siyaha, les expositions, et aussi ce qu'on appelle les voyages de motivation. Les voyages de motivation. Les voyages de motivation, les incentives, comme on les appelle en anglais. Donc, qui est le touriste d'affaires? Le touriste d'affaires, c'est celui qui vient, qui se déplace, qui fait un voyage à destination d'un pays, que ce soit un voyage d'affaires, mais que ce voyage d'affaires soit un voyage à but commercial, économique, ou non commercial, économique, pour la formation, pour acquérir un savoir-faire, donc la formation, le savoir-faire, pour motiver ses employés. Donc tout ça, et aussi, avant que je l'oublie, les voyages d'affaires individuels. C'est ce que nous enregistrons à notre frontière avec la Tunisie. Nous avons beaucoup de nos amis tunisiens qui viennent vers l'Algérie pour affaires. Eh bien, c'est des touristes, messieurs. Mais maintenant, Oran, pour revenir à Oran, a tout pour être un pôle de tourisme d'affaires d'excellence. Je dis bien d'excellence. Et je mesure mes mots. On en reparlera tout à l'heure. Alors, je parlais des schémas directeurs d'aménagement touristique de wilaya. Vous m'avez compris, chaque wilaya a ses spécificités. Chaque wilaya doit être mise en tourisme selon son identité. Je vous donne juste un petit exemple. Je prends une wilaya comme ça au hasard. Je vais prendre la wilaya de Ouargla. Allez. Parce que j'y ai été il n'y a pas longtemps. La wilaya de Ouargla est une wilaya où il y a plusieurs types de... Vous avez Hassim Saoud, c'est l'industriel. Vous avez Tougourt, Timassine, de grâce. Est-ce que vous imaginez un hôtel 5 étoiles à Tougourt ou à Timassine? Par contre, vous l'accepterez volontiers à Hassim Saoud. Vous comprenez? Hassim Saoud, c'est l'industrie, c'est le pôle industriel, oui. C'est les hommes d'affaires, oui. Un 5 étoiles là-bas, un 4 étoiles, oui. Mais un 4 étoiles, 5 étoiles à Tougourt ou à Timassine est une fausse note. C'est pour cela que ce schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya est tout indiqué pour me dire quel tourisme injecté au niveau de Oran Centre, quel tourisme injecté dans la région d'Arzeu, qui est spécifique, quel tourisme injecté dans la région de Meder. Et ça, c'est des spécialistes qui doivent se pencher sur la question et faire une étude, attention, pas uniquement
environnementale, mais aussi une étude sociologique. Est-ce que les populations locales accepteront tel type de tourisme? Est-ce qu'il n'y aura pas un choc culturel? Vous comprenez? Donc tout ça doit être fait, et c'est pour cela que je vais aller très vite, mais il y a tellement de choses à dire que on l'entend dire, il y a un journaliste d'Horizon une fois qui m'a vraiment séduit par une question. J'aime beaucoup les questions qui... Il m'a dit, monsieur le ministre, vous ne cessez de dire que l'Algérien qui va ailleurs parce qu'il n'a pas trouvé chez lui ce qu'il cherche. Sa question, elle est là. Il m'a dit, moi, je peux vous prouver le contraire. Je lui ai dit, allez-y. Il m'a dit, moi, je peux vous prouver qu'il y a des hôtels qui chôment et les Algériens vont ailleurs. Donc ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé. Vous avez compris sa réplique? Et je lui ai répondu, pour moi, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que les hôtels qui chôment, c'est des hôtels qui sont nés de façon qui n'est pas naturelle. Un hôtel, s'il n'est pas fait suite à une étude de marché, il chôme, et pour moi, je ne le comptabilise même pas. Parce qu'un hôtel doit répondre à une demande, à une offre. Lorsque moi, je veux encourager le tourisme familial et que je fais des 5 étoiles, les familles ne viendront pas aux 5 étoiles et les 5 étoiles chômeront. Pour moi, c'est une offre qui n'est pas adaptée à la demande et par conséquent, elle ne marchera pas. Je fais une étude de marché, je me dis, je cible qui? La famille? Ah ben la famille, il faut qu'elle se réunisse. Je ne vais pas ramener mes enfants et prendre 4 ou 5 chambres, s'il vous plaît. J'ai envie d'être sous le même toit avec mes gosses, entre guillemets. Donc un bungalow, un appart-hôtel, mais une chambre, même une suite, ne fait pas l'affaire de la famille. Donc vous comprenez que nous ne devons pas construire un hôtel pour construire un hôtel. Nous devons construire un hôtel, enfin un hôtel, moi je dis hôtel, une structure d'hébergement. Je dois réaliser une structure d'hébergement qui réponde à un véritable besoin après une étude de marché. Donc c'est par rapport à cela que je vous dis, attention, monsieur le directeur du tourisme et de l'artisanat est présent, attention, le schéma directeur d'aménagement touristique d'Aouia Doron est une responsabilité pour les générations futures. Ça veut dire que si nous échouons, c'est les générations futures qui payeront et qui nous maudiront à titre posthume. Et qui nous diront, vous avez mal mis en tourisme la wilaya d'Oran, notre wilaya. Et n'oubliez surtout pas que, comme le dit le proverbe, la terre ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée par nos enfants. Et il faudra qu'on puisse la restituer en bonne et due forme. Alors, je parlais des schémas directeurs. Maintenant, je vous épargne les grands détails, mais je vous dirai juste que nous avons 713 projets agréés au jour d'aujourd'hui. Je vous en ai parlé tout à l'heure, 50 000 lits en cours de réalisation. Mais ce qui est important à voir et à savoir, c'est que, comme vous le voyez, la vocation est dominante, c'est la vocation urbaine. 484 établissements sur les 713 se situent au niveau des villes, alors que le reste des vocations, donc balnéaire, thermal, saharien, climatique et rural, se partagent le reste. Ça veut dire que nous avons un déficit criard en matière d'établissements hôteliers au niveau des villes thermales, climatiques, Chebea, Tikjda et j'en passe, au niveau du rural, comme on l'a dit tout à l'heure, les sites ruraux, et aussi au niveau du saharien. Vous me direz, et vous aurez raison, le saharien n'a pas besoin d'hôtel. On en reparlera tout à l'heure. Alors, j'ai dit 713 projets accordés, 82 000 lits, 38 000 emplois, 340 milliards de dinars de coûts d'investissement. Je vous dis comment on calcule un lit. Un lit, on ne le calcule pas n'importe comment. Moi, je vois des investisseurs qui viennent, qui nous balancent, excusez-moi l'expression, une fiche technique qui nous dit « j'ai envie de faire 100 lits pour tant de millions de dinars ». Sur quelle base? Un lit revient entre 2 millions de dinars et 6 millions de dinars. C'est les normes internationales d'investissement. Donc, quand je veux réaliser un hôtel de 100 lits, je mets 100 fois 3. Et je me dis, mon hôtel va me coûter tant de millions de dinars. Alors, 3 millions de... Nous, on a pris... On a pris le juste milieu. On s'est dit, on va évaluer le lit à 3 millions de dinars. Alors, vous avez à peu près 240 milliards de dinars pour 82 000 lits.
Alors, je vous ai dit 405 sont en cours de réalisation, soit 57%, taux d'avancement de 60%. Ce sont 50 000 lits dont je vous parlais, ils sont là, qui vont créer 34 000 emplois et qui vont donc et qui coûtent la cagnotte de 150 milliards de dinars. Nous avons malheureusement 56 projets achevés. Ils sont terminés en 2012 et c'est 5 000 lits, mais ils sont dans ce qu'on appelle l'antichambre. Ils ne sont plus en projet d'investissement, mais ils ne sont pas encore entrés en exploitation. Ils sont en cours d'acquisition de ce qu'on appelle la fameuse autorisation d'exploitation. Et malheureusement, nous avons 130 projets non lancés. Au niveau national, hein, je vous parle de l'Algérie. Non lancés parce qu'il y a l'instruction du permis de construire qui prend du temps, parce que l'obtention des avantages handi fait aussi ralentir l'opération. Et ce sont donc à peu près 15 000 lits qui sont en souffrance. Et pis encore, nous avons 122 projets qui sont à l'arrêt. Ça veut dire qu'ils ont démarré, puis se sont arrêtés. Et là, ça a toujours été le cas, c'est le financement, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étude de marché, l'étude technico-économique a été mal faite. Parce que l'investisseur a démarré alors qu'il a mal évalué son projet, il n'avait pas la capacité financière de mener à terme son projet, et ce qui fait qu'il a commencé, et puis nous sommes c'est quand même 12 000 lits. Et c'est des projets, vous regardez, taux d'avancement de 45% en moyenne de ces projets qui sont à l'arrêt. Quand même, c'est des projets qui ont bien démarré puis se sont arrêtés. Bon, nous n'allons pas les laisser tomber. Je vous ai parlé tout à l'heure de la 5e dynamique, le financement et l'accompagnement. Mais justement, ça va peut-être vous paraître difficile à croire, mais c'est une réalité. Nous avons envoyé tous ces dossiers aux 6 banques dont je vous ai parlé. Ça va vous paraître difficile à croire. Et les banques sont en train d'appeler un à un les investisseurs en panne pour voir dans quelle mesure relancer leur projet. Et vous pouvez le vérifier. J'ai reçu plusieurs investisseurs qui sont venus me dire « Mais c'est pas possible, mon téléphone sonne. Allô, c'est le CPA, on est là pour... » Il m'a dit « Je rêvais, je me suis dit « Je suis en train de rêver. » Non, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Nous sommes en train d'essayer de voir dans quelle mesure... Bon, c'est au cas par cas, bien sûr, attention. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut faire redémarrer ces projets. Maintenant, le parc hôtelier national, parce qu'il faudra qu'on en parle. Donc, il est constitué de 1136 établissements, totalisant, comme je vous ai dit, 97 000 lits. Ce parc est caractérisé par une prédominance de l'hôtellerie urbaine, donc c'est les hôtels des villes, 673 établissements, totalisant 47 511 lits, soit près de la moitié, et qui est réparti comme suit. Vous avez l'urbain, le balnéaire, le saharien, le thermal, le climatique, et vous voyez très bien que l'urbain se taille la part du lion, vient ensuite le balnéaire, et puis le reste des vocations est quand même très, très limité en matière de... Le thermalisme, j'ai tenu à en parler. Le thermalisme, c'est très important parce que le thermalisme, c'est une activité touristique qui ne connaît pas de saisonnalité. On fréquente les stations thermales à longueur d'année. La saison estivale, elle a une période. C'est le 1er juin au 30 septembre. La saison saharienne a une période du mois d'octobre au mois d'avril. Le tourisme thermal n'a pas de période, c'est toute l'année. Et puis, autre chose, le tourisme thermal par rapport aux années 70, 80, 90, a connu une métamorphose. Il a muté, le tourisme thermal. Parce que quand on disait station thermale, lors des années 70, 80, 90, on pensait tout de suite au 3e âge qui allait se soigner, faire une cure. Et bien aujourd'hui, il a muté. Quand on dit thermalisme, on ne pense pas à la remise en forme, aux jeunes, qui fréquentent de plus en plus, qui affectionnent de plus en plus ce genre de tourisme. Donc, c'est une forme extrêmement importante et c'est pour ça qu'on y accorde une importance magistrale. Vous allez peut-être me dire, vous allez sûrement me dire tout à l'heure, mais comment parlez-vous de tourisme thermal alors que nos structures thermales sont dans un état piteux? Je vous répondrai tout à l'heure. Vous avez dû le voir, il y a beaucoup de 37 concessions qui ont été octroyées au privé pour réaliser donc des
des établissements thermaux. Alors, et on arrive au pôle d'excellence touristique nord-ouest qui nous intéresse, donc celui d'Oran. Que dire de ce pôle, sinon qu'il est choyé par la nature. Chelef Mostaganem, Sidi Bel Abbas, Saïda, Mascara Olizan, Tissemsit, Oran, Ain Temouchent et Tlemcen sont les constituants de ce pôle. Oran, on est la capitale. Vous avez le nombre de Z qui apparaît devant vous. Vous avez le nombre de Z qui sont concernés par une étude d'aménagement. Malheureusement, il y en a quand même une vingtaine qui ne le sont pas encore. Ce pôle contient 136 plages. Donc, par rapport au wilaya Banner, Tlemcen, Ain Temouchent, Oran et Mostaganem, 136 plages, dont 91 autorisées à la baignade, qui ont accueilli l'année dernière près de 36 millions d'estivants, soit une augmentation quand même conséquente de 17% par rapport à 2011. Là aussi, on pourra parler tout à l'heure de la qualité des prestations qui est prodiguée aux estivants et à ce qui se passe au niveau de nos plages. L'investissement touristique, c'est un pôle qui va donc avoir une capacité d'accueil additionnelle de 20 000 lits par rapport au projet en cours d'investissement, pour un coût approximatif, comme je vous ai dit, de 60 millions de dinars, parce que 20 x 3, c'est 3 millions de dinars par lit. Et vous avez le nombre de projets inscrits et vous avez le nombre de projets qui concernent Oran. Donc Oran, sur les 180 projets inscrits, a 67 projets concernent la wilaya d'Oran. Et puis, le nombre de projets achevés qui ne sont pas encore exploités, vous avez 8, dont 3 pour Oran. En cours, 128, dont 47 pour Oran. À l'arrêt, Oran en a 6 et non lancés, Oran en a 11, par rapport aux projets nationaux dont je vous parlais tout à l'heure. La formation, là, je dois m'attarder un petit peu. Je dois m'attarder parce que, 1, je ne forme pas n'importe comment. Je ne forme pas n'importe quoi et je ne forme pas n'importe où. Et la formation. Oui, c'est bien beau de parler de formation, mais combien former? Que former? Et où former? C'est la question que nous... Alors, je vous ai parlé de 20 000 lits en cours de réalisation au niveau du pôle touristique d'excellence nord-ouest. Les normes de l'Organisation mondiale du tourisme disent un lit crée un demi-emploi. 20 000 lits, ça veut dire que j'ai 10 000 emplois à créer. Donc, automatiquement, je connais mes besoins. Combien former? 10 000 emplois. Et c'est radical. Je dois former 10 000 emplois qui doivent gérer les établissements qui seront réceptionnés au grand maximum à la fin 2014. 10 000 emplois. Maintenant, combien former? C'est 10 000. Mais que former? Quoi former? Je ne forme pas n'importe comment. Eh bien, il y a des normes. Les normes de l'Organisation mondiale du tourisme disent 5%, c'est le management, c'est les gestionnaires, c'est ceux qui gèrent les hôtels. 10%, c'est l'accueil et la réception. 15%, je laisse ça à la fin. 25%, c'est les étages et l'hébergement. Et 45%, c'est la restauration. Et enfin, 15%, c'est le tourisme. C'est quoi le tourisme? C'est pour ça que je l'ai laissé à la fin. C'est les agents de voyage, c'est les guides. Vous voyez, c'est tous ces emplois qui gravitent autour de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, vous comprenez que moi, étant, par exemple, à la tête du pôle touristique nord-ouest, je sais que j'ai 10 000 emplois à former, je sais que je dois former 500 managers, 1000 agents d'accueil et de réception, 2500 pour l'hébergement et les étages, 4500 pour la restauration et 1500 pour le tourisme. Tels sont mes besoins. Donc, combien? 10 000. Que former? Je viens de vous le dire. Et maintenant, où former? Alors, où former? Et c'est toute la problématique. Alors, nous avons l'ENST, l'École nationale supérieure du tourisme, pour les managers, les 500. Donc, moi, investisseur d'aujourd'hui, si aujourd'hui je dépose un dossier devant le CalPIREF et que j'ai la garantie de l'avis favorable, aujourd'hui, je commande mon manager. Je dis bien aujourd'hui, et je suis en retard. Parce que le manager, comme j'ai dit tout à l'heure, a besoin de 4 ans pour être formé, sans expérience. Donc vous comprenez que c'est tout le défi que nous nous fixons. C'est que nous devons... Alors que ce que nous voyons dans la réalité, c'est des gens qui réalisent des hôtels. Alors je lui dis à la formation, il me dit, s'il vous plaît. Comment ça?
vous êtes en train de réaliser un établissement hôtelier et vous n'avez encore pas pensé à cette main-d'œuvre qui va gérer votre établissement. Non, j'attends de finir. Eh bien, c'est faux. Et c'est pour cela que je vous dis, où former. Les managers, on les forme à l'ENST. Maintenant, le reste sont formés soit à Boussaada, soit à Tizi Ouzou avec son annexe de Tlemcen, vous devez le savoir, il y a une annexe à Tlemcen, soit autre, j'ai dit autre, parce que je voulais, soit dans les centres de formation professionnelle. Et là, je me fais un plaisir de vous annoncer, ce n'est pas nouveau, mais je vous l'annonce quand même, qu'en décembre prochain, Inch'Allah, l'Algérie va être dotée d'une école de formation très haut niveau, de très haute facture, au niveau d'Ain Benyen, à Alger. C'est une école qui est en train de se réaliser actuellement, qui est par la Société des investissements hôteliers, la SIH, que tout le monde connaît. C'est qui, la Société des investissements hôteliers? C'est cette société qui a construit le Marriott de Tlemcen, et qui a construit le Sheraton d'Oran, qui a construit le Sheraton d'Alger, et qui va construire le Marriott de Annaba et celui de Constantine. Vous avez compris qu'il s'agit là de professionnels de haute facture qui ont compris qu'il ne suffit pas de réaliser des hôtels aussi fameux soient-ils si on ne réalise pas en parallèle des écoles de formation pour former ces managers, cette main-d'œuvre qui va être appelée à gérer ces chefs-d'œuvre d'architecture. Donc la SIH, l'école que nous allons réceptionner, Inch'Allah, au grand maximum à la fin de l'année, je dis bien au grand maximum à la fin de l'année 2013, est une école, tenez-vous bien aussi, une autre bonne nouvelle, qui va être gérée par l'école hôtelière de Lausanne. D'une autre façon, la meilleure école hôtelière du monde. Et la SIH a contracté une convention avec l'école hôtelière de Lausanne pour 8 ans, pendant laquelle cette école sera gérée par l'école hôtelière de Lausanne. Et pendant ces 8 années, nous allons avoir la latitude, si vous voulez, de faire ce qu'on appelle le transfert de savoir-faire. Donc, nous allons donner le temps à nos formateurs de se former parce que je vois que vous adhérez pleinement à cela, parce que la formation, la formation, c'est surtout une histoire de formateur. Lorsque le formateur, parce que c'est quoi la formation? La formation, c'est donner un savoir-faire, donner une compétence à quelqu'un pour lui permettre d'exécuter de la meilleure façon une performance. Mais lorsque moi, je ne détiens pas la compétence, comment voulez-vous que j'en fasse bénéficier mes stagiaires? Il y a aussi un grand problème de formateur. C'est pour cela que cette école de Lausanne arrive à point nommé pour nous permettre de régler définitivement le problème de la qualité des prestations. Alors, ça, c'est pour la formation. Maintenant, pour le classement des hôtels, on peut dire quelque chose. Là aussi, je parle toujours du pôle touristique nord-ouest, 319 établissements d'hébergement recensés au niveau du pôle, dont 154 à Oran. C'est bien. Ça veut dire qu'Oran a pratiquement 50% du parc hôtelier du pôle. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 26 établissements plutôt, soit 8% du pôle, 4000 lits, sont classés par la Commission nationale. C'est quoi la Commission nationale? C'est la commission qui classe les hôtels à partir de 2 étoiles. 2, 3, 4 et 5. Au-dessous de 2 étoiles, c'est une commission locale de wilaya. Donc à partir de 2 étoiles, c'est une commission nationale qui intervient. Eh ben, par rapport à la commission nationale, Oran a 21 hôtels classés sur 26. Ça veut tout dire que Oran est en train de devenir le véritable pôle, donc, comme j'ai dit, peut-être du tourisme d'affaires de demain. Et puis, les établissements classés aussi par la commission de wilaya, 30 concernent la wilaya d'Oran, sur les 80, je crois, établissements. Alors, je me suis dit peut-être un mot, bon, ça c'est autre chose, je me suis dit peut-être un mot sur Oran, 3 points de suspension, l'espagnol. C'est pour vous dire que Oran est une wilaya qui, moi je dirais, qui va peut-être être la locomotive du décollage touristique en Algérie. Moi je vois très bien Oran donc piloter le décollage de la destination Algérie. Pourquoi? Pour la simple raison qu'Oran a des atouts extraordinaires. Oran d'abord
a l'avantage de piloter, comme nous l'avons vu, le pôle d'excellence nord-ouest avec des wilayas d'une richesse inouïe. Tlemcen, la culturelle, Témouchent, la bannière, Mostaganem, la bannière aussi, avec une façade maritime donc d'une grande beauté, mais aussi avec un arrière-pays extraordinaire. Tiaret, Terelizane et Mascara, du thermal, du climatique, du rural. Donc Oran a la chance de piloter une région touristique de haute facture. Alors, je vous ai montré ça pour la simple raison que quand on participe au salon du tourisme à l'étranger, notamment ceux qui ont lieu en Espagne, nous allons toujours avec Oran. Oran, l'espagnol. Alors, et on parle de Rosa Alcázar, on parle du quartier Calais, on parle de Santa Cruz, on parle des arènes d'Oran, on parle des Andalous, qui est une ancienne colonie espagnole. Voilà, et non, et ça c'est autre chose. Alors, et le stand d'Algérie, le stand qui abrite la délégation algérienne, sa porte principale est la porte d'Espagne, qui est située à Sidi Ouari. Et je ne vous apprends rien. Et laissez-moi vous dire que nous avons vu des Espagnols tomber des nues quand ils voient tout ça. Ils nous disent, tout ça existe à Oran. Je me dis bien sûr que ça existe à Oran. Et quand on nous dit ça, on a mal, ça veut dire... Parce que quand on dit tout ça existe à Oran, il n'y a pas de quoi être fier. Il y a de quoi ne pas être fier parce que ça veut dire que nous communiquons très mal. Si les autres ne savent pas ce dont nous disposons, ça veut dire que nous sommes de très mauvais communicants. Alors, c'est toujours donc la porte d'Espagne, quand vous voyez les arènes d'Oran, la citadelle de Santa Cruz, le fort aussi de Santa Cruz, les Andalous, comme j'ai dit, et la plage de Madrid, à Témouchent, qui porte le nom de la capitale espagnole. Moi, je dis que ça, c'est un exemple de produits avec lesquels nous appréhendons les salons à l'étranger. La légende de Sidi Yacoub. C'est une région qui se situe dans le pôle nord-ouest, à proximité entre Tlemcen et Ain Témouchent. C'est quoi cette légende? Je vous la narre et je vous donne la parole. Sidi Yacoub, c'est une région, c'est un bourg, c'est une bourgade dans la région de Oul Hassa. Et cette région est une région balnéaire. Il y a une plage qui porte le nom de Sidi Yacoub. C'est quoi Sidi Yacoub? La légende raconte que, écoutez bien, la légende raconte que en 1300, vous allez voir sur le truc, 1338, voilà. En 1338, cette mosquée a été construite par le saint Sidi Yacoub. Sidi Yacoub, dit la légende, était en train de méditer sur une falaise. Une falaise, vous savez que, d'abord je vais extrapoler pour vous dire, vous avez remarqué que je vais dire facilement 60% de nos plages portent le nom de Sidi. Sidi Djilloul, Sidi Yacoub, Sidi Faraj, Sidi Ibrahim, Sidi Rouès, Sidi Ibrahim. Ça doit nous donner à réfléchir. Alors au lieu d'aller bronzer, excusez l'expression, bête, pourquoi ne pas mettre en valeur l'immatériel de nos plages? Le matériel, mais aussi l'immatériel. Alors Sidi Yacoub était en train de méditer sur le méplat d'une falaise, et la légende dit qu'il assista au naufrage d'un bateau battant pavillon espagnol. Alors, il a vu les marins couler, il a accouru à leur secours, il a amené toute sa tribu, ils ont plongé, ils les ont récupérés, ils les ont nourris, logés, blanchis, ils les ont aidés à réparer leur embarcation. Et au moment de reprendre la mer, les marins, n'est-ce pas, dire au saint homme, comment on peut vous récompenser? Et il est fait en espagnol, là, ça on l'a fait pour l'Espagne. À l'occasion d'un salon à Madrid, on leur a projeté ce petit documentaire. Et je vous laisse imaginer le résultat. Alors le saint-homme leur dit, je n'ai pas fait ça pour avoir une récompense, j'ai fait ça pour l'amour de Dieu. Et les marins ont insisté. Ils lui ont dit, mais non, nous on se sent redevables, on doit vous récompenser de n'importe quel... Alors, devant leur insistance, il leur dit, bon, puisque vous insistez, je compte réaliser une mosquée et j'ai besoin de bois. Et alors là, les marins étaient encore beaucoup plus intrigués. Ils ont regretté de lui avoir demandé d'accepter une récompense. Parce que... Ils lui ont dit, oui, on veut bien du bois, mais comment on va faire? On ne peut pas revenir, nous. On est venu là par accident, c'est un naufrage. Puis il a souri et leur a dit, mais qui vous a demandé de revenir? Revenez chez vous, prenez ce bois, mettez-le en fagot, jetez le fagot en mer et dites, cela est tendu au Yacoub. Hadihi amanatuka ya Yacoub. Et la légende dit que les vagues se sont chargées de ramener ce bois qui est arrivé et qui a permis, vous avez vu, de réaliser la charpente boisée du... N'est-ce pas là
une légende extraordinaire de quoi fabriquer un produit touristique de haute facture. Bon, nous en avons d'autres. Hein. Vous avez à quelques kilomètres d'Oran la plage de Giraldi, de Sbiat, l'Espagnol qui a vécu là-bas lors des années 1800, je ne sais pas quoi, et qui a construit une maison. Et, bon, je vous ai parlé de trucs parce que j'ai trop parlé. Et je vous remercie pour votre... on a déjà parlé de tourisme d'affaires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je suis à votre disposition pour un échange franc et sincère. Je vous remercie encore. في الصباح كان صرح انه المساحه اللي راها متواجده في اطار التوسع السياحي واللي تخضع للاستغلال هي فقط 13000 هكتار. سؤالي هو ما هي الضوابط ولا كيف سيتم التصرف في هذه المساحه القليله اللي كنت اشرت انها قليله ضئيله، كيف يمكن التصرف في هذه المساحه لتفادي استنزافها مستقبلا؟ هل فيه ضوابط؟ السؤال الثاني متعلق بالفنادق القديمه اللي لا تخضع لتأهيل ولا تتوافق مع المقاييس والمعايير الدوليه، ما هو مصير هذه الفنادق؟ السؤال الثالث كم عدد الفنادق ولا المطاعم والهياكل اللي أدمجت ضمن مخطط الجودة على المستوى الوطني؟ شكرا. شكرا جزيلا. السؤال الأول وجيه جدا ويتعلق بكيفية استعمال واستغلال المساحات أو المناطق التوسع السياحي بعقلانية. سؤال وجيه جدا. فعلى سبيل التذكير يجب أن أذكر الحضور الكريم بأن مجموع مناطق التوسع السياحية المحصاة على المستوى الوطني هي 205 منطقة توسع سياحي 205 zones d'expansion touristique. 205 منطقة توسع سياحي بمساحة إجمالية مقدرة ب 54,000 هكتار. 54,000 hectares de superficie globale. Maintenant, les normes المعايير المعمول بها فيما يخص ميدان البناء والتعمير تنص على ضرورة عدم تجاوز استعمال أكثر من 30% من المساحة الإجمالية. Donc les normes d'urbanisme et de construction nous dictent la nécessité, l'impérieuse nécessité de ne pas aménager plus de 30% de la superficie totale. Et c'est sur cette base وعلى هذا الأساس أنا قلت بأن المساحة المتواجدة على المستوى الوطني لا تتجاوز 13,000 hectares. Et j'ai attiré l'attention, j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai dit attention, et je le dis encore, et je le dirai à chaque fois que l'occasion me sera donnée, attention, 13,000 hectares, c'est rien. C'est quoi 13,000 hectares? Allez, c'est un petit village. Alors, parce que quand on parle de les Z en Algérie, on a l'impression qu'on a des espaces à n'en pas finir. Non, on a des espaces extrêmement limités. Et par rapport à cela, et je vous félicite, je vous le dis très sincèrement, je vous félicite parce que nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir touristique de l'Algérie. Et c'est pour cela qu'au niveau de la Z de Ain Fanine, j'ai dit non pour le béton. Non pour le béton. Et je le dis encore, non pour le béton. Nous n'avons pas le droit de bétonner. Nous sommes juste... écoutez, c'est très simple. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que nos voisins de la Méditerranée ont échoué dans la mise en tourisme de leur destination sur le plan de l'investissement. Ils ont bétonné et ils ont regretté. Ils sont en train de se mordre les doigts. Vous le savez, tout le monde le sait. Je ne vais pas citer de pays. Alors, l'Algérie n'a encore rien fait. Et il y a certaines voix qui se lancent et disent « Ah, on va faire un truc comme celui de... » Non, je n'ai pas copié ce qui a échoué ailleurs. L'Algérie n'a pas encore consommé son foncier touristique et c'est pour cela qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous répondre. التدابير التي سوف تتخذ من أجل إذن الحفاظ على هذا je dirais الكنز السياحي الذي لا يعوض هو حث المستثمرين على استعمال مواد بناء قابلة للتجديد. Inciter les investisseurs à utiliser des matériaux réversibles.
Qu'est-ce qu'on appelle une architecture réversible? Une architecture réversible est une architecture qui me permet à tout moment de revenir en arrière. Maintenant, si j'utilise le béton, c'est terminé. C'est irréversible. C'est terminé. Et je vous ai dit tout à l'heure, la terre ne nous appartient pas, messieurs, dames. Elle nous est prêtée par nos enfants. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants après, quand on va, excusez le terme familier, bouffer les 13 000 hectares avec du béton et du ciment armé? Donc, la solution est toute simple. Elle est entre les mains. C'est le schéma directeur d'aménagement touristique de Wilaya dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais, il y a une responsabilité terrible qui pèse sur notre... مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا على عاتقنا وهي الاستعمال العقلاني للمساحات الموجهة للاستثمار السياحي على المستوى الوطني، وأيضا استعمال مواد البناء التي تتماشى والمحيط تتماشى والبيئة التي ينجز فيها المشروع. على سبيل المثال على مستوى المدن استعمال l'isment et le béton, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous pouvez imaginer, de grâce, je l'ai vu et j'ai crié haut et fort que c'est de la folie. Est-ce que vous pouvez imaginer un 5 étoiles à Jeannette, en plein désert? C'est pas un peu zinzin? Vous comprenez que à Jeannette, j'ai envie de faire de l'hébergement, je fais des villages sahariens en léger, en toile. D'ailleurs, le touriste qui va venir à Jeannette, c'est pas pour faire un 5 étoiles. Qu'est-ce qu'il va faire avec un 5 étoiles? S'il est allé à Jeannette, c'est pour le bivouac, justement. Il n'a pas besoin de 5 étoiles à Jeannette, il a besoin de 1000 étoiles. C'est la belle étoile. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez que les mesures qui seront prises, d'abord, c'est des mesures de sensibilisation. Donc, nous sensibilisons. Ensuite, nous allons intervenir, par exemple, au niveau des cahiers des charges pour exiger du promoteur, de l'investisseur, l'utilisation de certains matériaux et pas d'autres. Et voilà, moi je vois très bien cette très belle Zedda Ain Fannin, paradisiaque, renversante, avec de belles villas en bois, des chalets en bois, comme on en voit dans les pays. Vous imaginez, au lieu de casser la nature, ça va ajouter un plus à la nature. Et puis, dans un siècle, nos enfants se diront, bon allez, j'enlève, je fais autre chose. Et c'est ça, at-tanmiya al-mustadama. Le véritable sens du développement durable, c'est ça. C'est penser aux générations futures et puis ne pas hypothéquer l'avenir du secteur. ما مصير الفنادق القديمة؟ الفنادق القديمة هناك فنادق مصنفة في une catégorie qui s'appelle catégorie unique. Catégorie unique وهي الفنادق التي لا تخضع للتصنيف، سواء تعلق الأمر بالتصنيف الذي يؤخذ على عاتق اللجنة المحلية الولائية أو التصنيف الذي يؤخذ على عاتق اللجنة الوطنية. لأن هناك صنف يسمى كاتيجوري يونيك خاص بهذه الفنادق، ولا يجبر هذه الفنادق على بعض الشروط المعمول بها على المستوى العالمي. وهناك أيضا تفكير في إيجاد نص قانوني من أجل حل وضعية بعض الفنادق التي لا تجد نفسها في أي خانة كانت. بالتالي je vous rassure, nous n'allons pas laisser tomber ces auteurs, on leur trouvera bien une formule, parce qu'ils sont là, à condition toutefois qu'il n'y ait pas de solution pour leur mise à niveau. كم عدد الفنادق التي qui a adhéré au plan qualité tourisme؟ ليست بكثير. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité, nous avons moins de 100 établissements qui ont adhéré. Beaucoup moins. Mais je vais vous dire pourquoi. Écoutez-moi bien. Parce que, pourquoi l'hôtel va-t-il adhérer au plan qualité tourisme? Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure au début de ma présentation, c'est lorsque nous allons booster l'investissement que les nouveaux lits vont pousser les anciens à se mettre à niveau, sinon ils vont disparaître. J'ai été dernièrement dans une wilaya, je la cite. Pourquoi je ne la citerai pas? Je la cite, la wilaya de Chlef. J'ai été agréablement surpris. Agréablement surpris. D'abord, c'est une wilaya qui est en train de connaître un boom en investissement très beau à voir, de très belles structures d'hébergement. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y a des établissements en exploitation qui ont
baisser le rideau, ils ont commencé à reprendre leur établissement. Ils ont compris. Ils ont vu les autres venir. Vous avez vu? Mais si Schliff n'avait pas eu cet engouement pour l'investissement, jamais les établissements existants n'auraient procédé à la mise à niveau. Donc, je vous ai dit moins de 100. ولكن هذا الرقم لا يصدمني. لماذا؟ لأن الضعف غير ملائم لهذا التأهيل. وبالتالي أنا أقول بأن في غضون سنة 2013 وسنة 2014 سوف نعرف قفزة نوعية كبيرة جدا فيما يخص انخراط الفنادق أو مؤسسات الإيواء بشتى أنواعها لمخطط الجودة السياحية. وشكرا. تكلمت في المقدمة تاعك على la promotion de la destination. Donc la promotion للخارج parce que est-ce qu'il y a une volonté évidemment des pouvoirs publics de faire venir un nombre toujours plus important de touristes étrangers pour les questions de recettes que nous savons. Alors est-ce que cette stratégie est affirmée et comment cette promotion, d'après vous, va-t-elle se dérouler techniquement sur le terrain? Merci, parce que là, vous me tendez une perche. Je n'ai pas dit quelque chose de très important. La priorité du gouvernement algérien est la promotion du tourisme domestique. Il faudra que tout le monde le sache. Nous donnons une priorité, mais alors là, capitale, fondamentale, à la promotion du tourisme national, du tourisme domestique d'abord. Je me plais toujours à donner une comparaison qu'utilisent beaucoup nos amis écolos, les écologistes et les spécialistes de l'environnement, notamment marins. Ils vous disent le poisson, c'est l'indicateur de pollution. Ça veut dire que là où il y a le poisson, il y a la vie. Là où il n'y a pas le poisson, il n'y a pas la vie. Le tourisme domestique est l'indicateur du tourisme. Là où il n'y a pas le tourisme domestique, il n'y aura pas le tourisme international. Qu'on ne se leurre pas. Qu'on ne se leurre surtout pas. Nous devons d'abord développer le tourisme national. L'Algérie est un pays continent. Je vous raconterai volontiers une anecdote. Je vous la raconte. Une anecdote pour vous montrer à quel point l'Algérie est un pays continent. L'année dernière, on a reçu des Sud-Coréens, des médias sud-coréens, qui étaient venus pour découvrir l'Algérie parce qu'il y avait l'expo internationale de Yotsu en Corée du Sud. Eh bien, on leur a fait un petit programme de visite en Algérie. On les a emmenés à Tlemcen, ensuite à Ain Temoshent, ensuite à Oran. Ils ont été reçus par le directeur du tourisme. Et on leur a fait prendre un avion Oran-Alger. Alger, on les a laissés à l'aéroport avec des sandwichs et on les a embarqués pour Jeannette. C'était un ATR. Alors tenez-vous bien, un ATR. Au bout de 2 heures de vol, il y avait un mouvement de panique à l'intérieur de l'avion. Ça parlait beaucoup en langue coréenne. Nous, on ne comprenait pas. Enfin, du moins, et à un certain moment, ça a alerté. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez ce qu'ils se disaient? Est-ce qu'on est toujours en Algérie? Ils avaient peur qu'il y ait un détournement, parce que ça leur semblait long. 2 heures, 2 heures et demie. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où ils nous emmènent? Il y a de quoi être très, très fier d'être algérien, d'être né en Algérie, et de défendre la destination Algérie. Nous avons un pays continent. Donc, nous avons un pays continent et chaque région algérienne ressemblerait plutôt à un pays. Vous comprenez? Vous allez l'Oranie, le Kabyle, le Targhi, le Chaoui, c'est pas possible. Et donc, moi je peux, et d'ailleurs c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous vous demandons de faire avec nous, c'est justement créer des destinations. Des destinations, pas une destination. L'Algérie n'est pas une destination, c'est des destinations. Chaque région est une destination. Et permettre un flux, un mouvement de touristes nationaux à destination donc des autres régions, je vous assure qu'il y a de quoi développer une industrie touristique de très haute facture et très rentable sur le plan économique, parce que le touriste algérien est un touriste que toutes les destinations du monde se disputent. C'est le touriste qui consomme le plus, qui dépense le plus. Alors autant le laisser dépenser chez lui, dans son pays, mais toutefois, s'il vous plaît, garantissons-lui la qualité. Il a raison, il veut être servi comme un roi. Il veut des qualités de prestation du niveau de ce qu'il voit ça et là. Et ce n'est pas impossible chez nous. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, la stratégie nationale bien exécutée
relancera l'activité touristique parce qu'elle prend en considération tout, mais alors là, tout, l'investissement, la formation, l'intersectorialité, la promotion. Alors vous m'avez dit... Comment faire la promotion? Comment faire la promotion? Alors, il y a deux types de promotion. C'est pour ça que j'ai rebondi sur le tourisme domestique. Voilà. Il y a la promotion nationale, il y a la promotion à l'international. Et c'est différent. La promotion à la nationale est une promotion qui doit être différente de celle qu'on utiliserait, le cas échéant, avec les destinations étrangères, pour la simple raison, je ne vous apprends rien, mais je vous le dis quand même, que nous ne parlons pas à tout le monde de la même façon. D'abord, la communication est un art. La promotion est un art. Alors, quand je veux faire de la promotion, il faut que je sache d'abord qui je cible, pour savoir comment lui parler. Je ne parle pas à un enfant comme je parlerai à un adulte. Je ne parlerai pas à un Anglais comme je parlerai à un Sud-Coréen. D'abord, faire une étude de marché et se dire d'abord, je commencerai par le niveau national. Faire prendre conscience à l'Algérien de la richesse de ses territoires. C'est très important. Utiliser les médias. C'est pour cela que l'année dernière, lors de la journée mondiale du tourisme, non, la journée nationale du tourisme, dans sa 2e édition, on avait donné le slogan « Les médias miroirs de la destination Algérie ». Souvenez-vous. Les médias miroirs de la destination Algérie. Parce que qui mieux que vous, messieurs, mesdames des médias, peut refléter à travers vos plumes, à travers vos ondes, à travers vos caméras, la diversité, la beauté, l'authenticité de la destination algérienne. Personne ne peut le faire mieux que vous. Alors, la promotion à la nationale, c'est d'abord les médias. Mais aussi, et alors, parce qu'on n'en a pas parlé, merci de me l'avoir rappelé, les technologies d'information et de communication. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. C'est un site qui s'appelle TripAdvisor. www.tripadvisor.com. Les voyageurs recommandent ces hôtels. 19 sur 19 hôtels, quand je parle d'Oran là. Alors regardez, vous avez Royal Hotel, classé premier sur 19 hôtels à Oran. 138 €, 180 € par nuit. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un site international mondial de l'hôtellerie. 2, le Raja Hotel, classé numéro 2. Tu descends. Le Méridien d'Oran, il est 3e. Maintenant, fais-moi voir des commentaires, au hasard. Hein. Les clients qui fréquentent les hôtels, non seulement mais après ils envoient des messages, des appréciations sur... Alors, personnel non qualifié pour le Méridien, par exemple. Bon, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Vous avez compris ce que je voulais dire. Nous voulons faire de la promotion. Je réponds à la question. Nous devons communiquer et utiliser les technologies d'information et de communication. Je vous donne la preuve. Sine qua non, 21 avis de voyageurs TripAdvisor. Note attribuée excellent 5, très bon 8, moyen 4, médiocre 2, horrible 2. Donc, moi, en tant que professionnel, d'abord, je dois disposer d'un site Internet. Je dois avoir au moins un personnel qui soit tous les jours ce qu'on appelle un système de veille, qui est là, qui veille à tout ce qui se passe et qui concerne mon établissement et qui décortique les commentaires des clients et qui lève les réserves. Il dit attention, les clients disent que le personnel n'est pas très accueillant. Attention, moi j'ai utilisé ce site et j'ai été dans des hôtels en cours de visite et je dis à l'hôtelier mais pourquoi le signal de votre télévision est faible? Et il est complètement... Je dis comment il sait? Comment il sait que le signal il est faible? Parce que je l'ai vu sur le truc. Je ne lui ai pas dit. Je dis le signal de votre signal numérique est faible, votre signal de télévision. Et il est tout surpris. Et ensuite, je lui dis, monsieur, vous ne vous connectez peut-être jamais. Ben voilà, je tenais à vous le faire partager. C'est un exemple parmi tant d'autres. La promotion, c'est ça. 60% des voyages en l'an 2013 se vendent en ligne. Il faudra que vous le sachiez. Oui. Maintenant, il y a même le M-tourisme. Maintenant, il y a le M-tourisme, mobile. Donc, vous comprenez que la promotion j'ai dit, c'est un art qui doit être confié à ces professionnels. La promotion doit
être une promotion étudiée, une promotion agressive, offensive à la nationale, faire prendre conscience, comme j'ai dit, aux nationaux de la diversité de leur territoire, parce que vous n'avez pas besoin de dire à l'Algérien que l'Algérie est belle, il le sait comme ça, mais bon, vous devez juste lui... Alors, à la nationale, c'est quoi? Il y a tellement de choses à dire que je crois qu'on ne finira jamais. À la nationale, Air Algérie est en train de faire des merveilles. Je dis bien des merveilles. Air Algérie a déjà permis une réduction sur le billet d'avion à destination du Sud et du Grand Sud de 50% depuis l'année dernière. Ça veut dire que si moi je veux aller à Tamanrasset ou à Jeannette, je passe par une agence de voyage, parce que c'est l'agence qui est l'interlocuteur, et je bénéficie d'une réduction de 50% sur le billet. Air Algérie a fait une merveille cette année, une merveille. Elle a inversé la tendance. Cette compagnie a enfin compris qu'il y a nécessité d'inverser la tendance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Je ne sais pas si vous le savez. Air Algérie a accordé des réductions de 50% sur les billets du sud vers le nord. Ça veut dire que nos concitoyens qui habitent au sud vont pouvoir acheter leurs billets à demi-tarif et ça va leur permettre de pouvoir passer la saison estivale au niveau de notre littoral. Mais attention, Air Algérie, de grâce, médiatisée. Parce que je sais que cette offre, elle est valable jusqu'au mois de mai. Et que le billet reste valable jusqu'au mois d'octobre. Mais ça veut dire que si, par exemple, notre concitoyen de Tamanrasset veut acheter un billet en juin, on lui dira « terminé, la promotion est terminée ». Et lui, il n'aura pas compris que ça... Donc, médiatisez, dites attention, comme ça se fait un peu partout, dites attention, plus que 10 jours, plus que 20 jours pour accéder à la promotion. Ou alors, moi j'ai demandé tout à l'heure à l'ONAT de voir dans quelle mesure acheter, par exemple, des billets d'Air Algérie avec la réduction, et puis les remettre à la vente par rapport au... Donc, je vous disais par rapport à la promotion, c'est ça, nous sommes en train d'encourager tout le domestique. Maintenant, à l'international. À l'international, alors c'est un peu plus compliqué, parce qu'à l'international, c'est l'image. L'image. La perception de l'image. Comment l'Algérie est perçue à l'étranger. Et là, le défi est grand. Le défi est très grand. Je vous parlais tout à l'heure des Sud-Coréens. Ils ont passé un journal télévisé. Un journal télévisé sur l'Algérie, et ils ont montré l'Algérie comme nous, on ne sait pas le faire. Ils ont montré le désert et le littoral. Ils ont montré que l'Algérie est un pays au contraste fracassant. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire en matière de promotion internationale, notamment à travers des participations effectives aux salons. Oui. Les salons du tourisme à l'étranger ne doivent pas être utilisés uniquement pour distribuer des brochures. Vous comprenez? C'est des salons qui doivent être utilisés pour vendre des produits touristiques. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que Oran est prête. Oran est une destination. Oran est prête. Parce que c'est quoi une destination? Une destination, c'est une région qui dispose d'infrastructures, donc l'aéroport, le port, les gares, le tramway. Oran a tout. Les établissements d'hébergement sont là de mieux en mieux. La qualité est en train de s'améliorer. Tlemcen à côté, Mostagran, je dis Oran, je parle du pôle Nord-Ouest. Je vous assure que c'est une destination qui est prête à être commercialisée. Alors, de grâce, messieurs les voyagistes, je sais qu'Oran en regorge, de grâce, fabriquer des produits. Fabriquer, c'est pas sorcier. Je fabrique un produit touristique et je le propose aux nationaux et aux étrangers. Je sais que le temps passe. Oui, vous avez vu le film de la Corée du Sud? Je vous en parlais et voilà. Une fois qu'ils sont revenus chez eux, en Corée du Sud, ils ont diffusé un journal télévisé, un sujet, le JT, sur l'Algérie. Alors, regardez comment l'Algérie est perçue en Corée du Sud après l'effort de promotion qu'on a fait. Voilà. 하지만 과도한 개발은 자원 고갈은 물론
C'est l'année dernière. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est moi. On dirait. On dirait. Mater. Monsieur Ben Salem, ancien ministre du Tourisme, un grand monsieur. Donc voilà comment on fait la promotion à l'international. C'est un exemple. Parce que en Corée du Sud, l'Algérie n'évoquait rien du tout. Alors le sujet s'appelle la mer, le désert et l'avenir. Voilà comment ils l'ont appelé chez eux. La mer, le désert et l'avenir, l'Algérie. Je commencerai par un principe universel. Si les hommes sont source de projets dans la vie, ils sont aussi dépendants de la pression des masses. Et vous avez parlé justement de cette pression des masses, c'est-à-dire le contexte social de l'employabilité. C'est très important, parce que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de développer dans ce grand continent, c'est justement le bien-être du citoyen. Là, pour joindre un peu vos idées, il y a deux couples qu'il ne faut pas s'en passer, c'est le G et le H. D'ailleurs, ils sont bien classés dans l'ordre alphabétique. Le G, c'est la géographie, le H, c'est l'histoire. C'est-à-dire on cherche un point dans la géographie pour aller visiter cet endroit et donc se rencontrer avec son histoire. Le deuxième couple, c'est le T et le A. C'est le tourisme et l'artisanat. Ouais. Ce n'est pas la peine de m'étendre parce que je crois que je suis limité par le temps. Si je saute sur le SPL est là. SPL, c'est quoi? C'est le système productif local. Et ça concerne un peu l'odeur du terroir de toutes les régions d'Algérie. Et comme par hasard, on a confié à Oran le SPL de l'ancien bâti. Ce n'est pas la peine de m'étendre parce qu'il y a une journaliste qui a parlé de ça et je suis chargé depuis 4 mois de l'étude de ce SPL. Je suis mandaté par la... Et là, il y a... Peut-être on arrive avec notre étude de terrain. D'ailleurs, on essaie d'appliquer une loi. C'est aussi un Italien, la loi de Pareto, les 20-80 ou les 80-20. On essaie de la voir justement dans cette composition de pyramide de cette population d'artisans que la journaliste a annoncé 2000, et bien c'est 1915 exactement, artisans dans le bâti. Et donc l'ancien bâti, il y a 3 pôles, c'est-à-dire la restauration, il y a la réhabilitation, la rénovation. Maintenant, pour rentrer dans le bain du tourisme, pourquoi, votre honneur, monsieur le ministre, on n'a pas développé en parallèle avec ces grands hôtels les campings avec différentes étoiles? La deuxième question, c'est au niveau de la formation. Maintenant, est-ce qu'on a des programmes de formation convenables de base pour former justement à partir du manager jusqu'au serveur qui doit placer un verre ballon différemment qu'un verre notoire? Troisième question, pourquoi donc dans ce potentiel touristique d'Oran, pourquoi on n'avait pas pensé à monter une école ou un institut de formation dans le cadre du tourisme? Et pourquoi aussi on n'a pas développé au sein de l'Institut de technologie, l'Université de technologie, dans le domaine de l'architecture, un pôle spécialisé d'architecture touristique? Je vous remercie. Alors, je vous remercie pour votre intervention. Consommateur, ça m'a fait penser à au nouveau concept qui ne parle plus de consommateur, mais de consommateur. Un consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le consommateur n'est plus le consommateur des années 70, 80 et 90, c'est un consommateur actif. C'est un consommateur qui participe à la fabrication du produit et par rapport à tout cela, on l'appelle le consommateur. Ça, c'est pour un petit peu verser dans le H et le G, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que l'Algérie est le pays qui peut, et c'est l'un des rares pays qui peut permettre un voyage dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est la géographie, et dans le temps, c'est l'histoire. Les campings, merci.
merci de me l'avoir rappelé, il y a un projet de village touristique d'habitation légère en Algérie. Donc, c'est un ancien projet que nous sommes en train de remettre sur la sellette. C'est un projet qui va concerner aussi bien le balnéaire que le saharien, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons tout intérêt à utiliser des matériaux réversibles. Maintenant, camping, attention, ce n'est pas les campings que nous voyons ça et là, qui donnent beaucoup plus envie de décamper que de camper. Vous voyez, les campings, c'est des campings aux normes. C'est des campings où il fait bon vivre. C'est des campings qui respectent la distance entre les tentes. C'est des campings où il y a la cuisine. Vous comprenez qu'il faut exiger des normes. L'estivant doit être mis, ou le touriste doit être mis dans des conditions optimales de confort et de repos. Oui, les campings, je vous remercie de m'avoir rappelé, c'est une de nos missions les plus pertinentes, j'allais dire, en matière de règlement du déficit, notamment pendant la saison estivale. Je ne vous dirai pas, pour celle-là, elle est à nos portes, c'est un peu trop, le coup est parti. Mais en 2014, nous veillerons à ce que nos wilayas côtières soient pourvues, dotées de campings aux normes, histoire de permettre à nos estivants donc, de profiter de vacances qui respecteraient la bourse de l'Algérien moyen. C'est très important et puis ça a son charme. Les programmes par rapport à la formation, bien sûr qu'il y a des programmes. Bien sûr qu'il y a des programmes. Je vous parlais tout à l'heure, maintenant, nous avons je l'ai dit tout à l'heure expressément, je l'ai dit explicitement, nous avons le problème des formateurs que nous devons reformer, enfin recycler. Et c'est pour cela que j'ai dit que l'école hôtelière de Lausanne vient à point nommé à Ain El Binyan pour justement nous donner si vous voulez, ce dynamisme dont on a besoin pour relancer la formation touristique en Algérie. Sachez, monsieur, qu'il y a un institut national du tourisme qui est prévu à Ain Temouchent, dans le pôle nord-ouest, dont l'étude est achevée et qui va donner 400 places pédagogiques au pôle nord-ouest, normalement, dans 24 mois, s'il est lancé incessamment. Donc il y a une école de formation touristique qui est prévue à Ain Temouchent. Maintenant, pour Oran n'est pas en reste, parce que j'ai oublié de vous dire, et je vous remercie encore, c'est un débat très fructueux, parce qu'à travers les questions des intervenants, je vous assure qu'on est en train de me permettre de donner des informations que j'oublie de communiquer au moment opportun. L'école hôtelière de Ain El Binyan va avoir son annexe à Oran. J'ai oublié d'en parler, justement. Et c'est très important. Cette école gérée par l'école hôtelière de Lausanne, Suisse, va avoir son annexe à Oran et sa deuxième annexe à Constantine. Donc, monsieur a très bien fait de m'avoir rappelé. Et c'est de très bon augure pour la wilaya d'Oran qui mérite vraiment d'être, je le dis encore, le leader du décollage de l'activité au niveau du pôle touristique nord-ouest. Maintenant, il faudra que l'on sache que le produit touristique est un produit complexe. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on se le dise et qu'on se le redise. L'industrie touristique, on a parlé d'industrie, est une industrie particulière. Je ne vends pas un voyage comme je vendrais un laptop. Je ne vends pas un voyage comme je vendrais une voiture. Je ne vends pas un laptop, si je ne le vends pas aujourd'hui, je peux le stocker et je le vendrai la semaine prochaine, le mois prochain. Mais un voyage, si je ne le vends pas aujourd'hui, Air Algérie est là pour vous le dire. Si je ne vends pas la place d'avion aujourd'hui, elle est partie, elle est perdue à jamais. Vous comprenez ? Parce que l'industrie touristique est une industrie particulière. Donc il vaut mieux que je vende ma place d'avion à moitié tarif plutôt que de ne pas la vendre du tout. Il vaut mieux que je loue ma chambre la nuitée à 1000 dinars la nuitée plutôt que ne pas travailler. Vous comprenez que le tourisme a ses spécificités. Et par rapport à tout cela, sa formation est spécifique. Maintenant, pour l'architecture, l'architecture, oui, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce que ça adhère parfaitement à l'esprit du schéma directeur d'aménagement touristique de Wilaya qui permet de faire ressortir la spécificité de chaque région par rapport à un aspect architectural qui épouse avec beaucoup de symbiose la particularité de la région,
je rebondis pour vous dire, s'il vous plaît, messieurs les élus, pensez aussi à sensibiliser les investisseurs touristiques sur la nécessité de ne pas baptiser, appeler leur établissement n'importe comment. Moi, je suis contre, je le dis haut et fort, je suis contre un investisseur qui donne le nom ou le prénom de son fils ou de sa fille à son établissement. Je suis contre. C'est pas normal. L'hôtel, la gestion de l'hôtel vous appartient, mais l'appellation appartient à tout le monde. Un hôtel doit puiser son appellation dans son histoire, dans sa géographie, dans sa culture. Un hôtel doit vouloir dire quelque chose. J'ai vu à Adrar, d'ailleurs je n'oublierai jamais ce site, j'ai vu quelqu'un qui m'a coupé le souffle. Il a un village saharien, il a une vingtaine de chambres. Eh ben, chaque chambre, il lui donne le nom d'un site touristique. Par exemple, le site de la vache qui pleure. Vous connaissez la vache qui pleure? Oui. Voilà. Il lui donne, je ne sais pas comment il s'appelle, il a un drôle de nom. Tikupawin, je crois. Tikupawin. Alors, le touriste, quand il vient, il dit, il utilise la chambre Tikupawin. L'autre utilise la chambre... et ce qui fait que le touriste, quand il revient chez lui, il ne garde pas dans sa mémoire des numéros, mais des sites. Vous comprenez? Donc il appelle, imaginez, il appelle ou il envoie un email, il lui dit s'il vous plaît, l'année prochaine, réservez-moi Tikupawin. C'est merveilleux. Donc Oran aussi a le droit d'avoir des établissements d'accueil qui mettent en exergue, qui mettent en relief, qui mettent en vedette sa richesse historique, sa richesse culturelle, sa richesse patrimoniale. Et là, je vous prie de sensibiliser les investisseurs sur l'impérieuse nécessité de baptiser leurs établissements en se référant à une richesse historique ou culturelle. Moi, agence de voyage, Azur Voyage, j'ai investi parce que j'ai mon but. Mais je préfère parce que j'aimerais bien aussi qu'il y ait d'autres agences, c'est-à-dire qui auront ces avantages-là. Deuxième question sur TIC. TIC, c'est certes, on a tous, c'est-à-dire des sites web, on a des sites qu'on appelle des vitrines, mais on a un problème de paiement électronique. Le problème, c'est un grand problème qu'on pose à chaque fois. Maintenant, si on est, par exemple, on reçoit des mails, mais pour le paiement, c'est difficile. Parce que normalement, le site web, c'est des ventes en ligne. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Donc, pour la première question, je vous le dis, il n'y a pas de différence. La preuve... je ne l'ai pas dit, effectivement, dans le schéma directeur de l'aménagement touristique, j'ai parlé d'intersectorialité, de transversalité. Cette dynamique s'appelle aussi le partenariat public-privé. Il y a une dynamique, un axe fondamental de la stratégie qui s'appelle le partenariat public-privé. Nous devons donc exercer, si vous voulez, une complémentarité entre les deux. La preuve, l'école dont je vous ai parlé, d'Ain Benyan, va former le personnel des projets privés qui sont en train de pousser. Ça et là au niveau national. Non, il n'y a pas de différence, sauf que le voyagiste public dont vous êtes en train de parler, si vous voulez, l'État l'a un petit peu boosté pour ne pas disparaître. Vous comprenez, ce n'est pas de la ségrégation, bien au contraire. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes en train de penser au niveau du ministère, et nous allons le faire. Nous ne le pensons pas, et c'est tout. D'amender la loi relative aux agences de voyage pour créer des mesures incitatives, mais alors là, très conséquentes, pour les agences de voyage qui font le domestique et le réceptif, pour les encourager par rapport à celles qui font de l'émission. Ça, c'est du concret. Nous sommes dessus. Je vous promets que nous allons le faire très prochainement pour justement vous encourager à... Donc, c'est une très bonne chose que d'avoir un bus. Maintenant, là aussi, je préférerais qu'il y ait plus de coordination entre les voyagistes et les hébergeurs. Parce que, je l'ai dit à chaque fois, il n'est pas normal. Il n'est absolument pas normal qu'un client... Ça n'existe que chez nous. Prends le téléphone, appelle un hôtel pour lui dire « Je viens demain, réservez-moi une chambre ». Ce n'est pas du tourisme, ça. Le touriste, normalement, n'appelle jamais un établissement d'accueil. Il appelle une agence de voyage. Vous comprenez? Ce sont tous ces mécanismes qu'il nous appartient de remettre sur la sellette pour pouvoir prétendre à relancer la destination Algérie. J'ai envie de venir à Oran.
normalement, j'appelle une agence, c'est vous que j'appelle, c'est Azur Voyage. Je lui dis, j'ai envie de venir à Oran, qu'est-ce que vous me proposez? Bon, ça dépend, parce qu'il faudra que je remette les choses dans leur contexte. Ça dépend quel type de voyage. C'est pour ça qu'avant, si vous vous souvenez, on parlait d'hôtels de voyageurs. Ça, c'est des hôtels de transit. Il est là, il n'a pas envie de faire du tourisme. Il vient, il va à un hôtel pour dormir, c'est tout. Parce qu'il a... Non, moi, je parle du touriste. Le touriste, il doit passer par une agence de voyage. Il lui dit, ce matin, je plaisantais avec une agence au salon, j'ai oublié ce que c'est, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que vous... Elle m'a dit beaucoup, je lui ai dit, alors, je suis touriste, qu'est-ce que vous me proposez? Elle m'a dit, les Andalous. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que je fais aux Andalous? Elle m'a dit, vous avez, on veut pour vous un bungalow. Mais je fais quoi? Dites-moi, je fais quoi aux Andalous? Je vais rentrer, je vais m'enfermer? Elle a un petit peu hésité, elle a perdu les pédales. Je lui ai dit, mais non, mais dites-moi, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne vais pas me baigner, on est en avril. Eh bien, je lui ai dit, non, mais il faudra que je puisse comporter, si vous voulez, un produit, dire, je vous ferai visiter Santa Cruz, les arènes d'Oran, ceci, cela, un cocktail de... C'est ça, parce que, et je ne le dirai jamais assez, et je ne le redirai jamais assez, l'hôtel n'est pas le tourisme. Le tourisme, c'est le voyagiste. L'hôtel est un moyen, ce n'est pas une fin. الفندق وسيلة وليست غاية. الغاية هي النهوض بالقطاع السياحي. Donc l'hôtel est un instrument, mais ce n'est pas une fin. Alors de grâce, cessons de mélanger entre le tourisme et l'hôtellerie. C'est deux choses complètement différentes. C'est pour cela que je vous encourage par rapport à ce que vous faites, et je vous assure que nous ne faisons aucune, et j'assume mes propos, aucune ségrégation entre le public et le privé. Bien au contraire, nous sommes convaincus que l'avenir du tourisme est chez le privé. Vous avez parlé, Monsieur le ministre, tout à l'heure de la formation. Moi, à notre avis, il faut renforcer les inspections au niveau des centres et des écoles pour voir de près l'enseignement qui est dispensé et éviter la délivrance des diplômes de complaisance. Le deuxième point, qui concerne le tourisme en général, le développement du tourisme en général, il y a un point qui est par le citoyen. C'est la cherté du produit touristique algérien. Que ce soit les nationaux ou les étrangers. Pourquoi? Ma modeste contribution dira, on importe tout de l'étranger. On concerne les constructions, la réalisation des hôtels. Imaginez, on importe tout, que ce soit des équipements, que ce soit de la lingerie, des vaisselles, verreries, tout, presque tout. Ça, c'est d'une part. Aussi, en ce qui concerne la restauration, nos produits agricoles de qualité sont très chers. Alors, récemment, on a entendu les pouvoirs en Algérie, les autorités politiques, je voudrais dire, ils ont pensé sur ce sujet et ils vont essayer, pas essayer, ils ont la certitude, parce que c'est le seul moyen de reviser en ce qui concerne la politique de développement économique, c'est par la réalisation et l'encouragement des PME, PMI. Parce que ces PME et PMI serviront au moins à gagner la main-d'œuvre. D'accord, M. Mestar, donc vous avez terminé votre question. Je voudrais que M. le ministre développe ce sujet pour voir s'il y a possibilité que le prix pour le produit touristique algérien baisse pour qu'il y ait un tourisme non seulement de luxe et d'affaires, mais aussi un tourisme de masse. On a parfaitement Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre intervention. Je vous réponds tout de go. L'offre et la demande. Le jour où le touriste algérien aura le choix, les prix vont baisser et la qualité va s'améliorer. Il faut avoir le courage de s'avouer et d'avouer que le touriste algérien, au jour d'aujourd'hui, n'a pas le choix. Il est obligé de consommer le produit qu'il trouve. Je parle d'hébergement. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les 50 000 lits qui sont en cours de réalisation vont donner à l'Algérie une capacité de lits additionnelle qui va régler le problème du déficit qualitatif et du déficit quantitatif. À partir du moment où il y aura la concurrence, où l'offre, où la demande, pardon, sera inférieure ou du niveau de l'offre, à partir de ce moment-là, on pourra parler de politique des prix. Parce que là, les prix,
sont libres, vous me comprenez très très bien. Et à partir du moment où il y a rareté, ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est cher, que voulez-vous? Le déficit fait que les prix flambent et que la qualité, et c'est plus grave encore, en pâtit. Maintenant, je suis extrêmement optimiste, vous le serez autant que moi, par rapport à 2013-2014, parce que nous allons avoir un parc hôtelier flambant neuf. Et nous allons avoir donc de la concurrence. Et c'est cette concurrence, comme ça se fait dans le monde, et c'est cette concurrence qui fera que les établissements hôteliers vont se disputer la clientèle à travers une politique de tarification adaptée à qui mieux, mais aussi à travers des prestations de qualité. Parce que le touriste aura le choix. Si tel établissement ne me plaît pas, j'ai le choix d'aller à tel ou tel autre établissement. Donc je crois que là, il y a la loi du marché qui veut tout dire. Le diagnostic et la mise à niveau des hôtels déficitaires, est-ce qu'ils ont droit, oui ou non, à leur légibilité? Privé ou public? Privé. Parce que le public, ils ont eu ce qu'il faut. Deuxième point. Monsieur le ministre, les lois qui régissent notre tutelle existent depuis 1999. Et à ce jour, nous avons, nous, hôteliers, beaucoup de flou juridique. Merci beaucoup. Tout le monde vous reconnaît votre expérience, votre professionnalisme. Ben écoutez, par rapport à la mise à niveau des établissements hôteliers qui rentrent dans le cadre du plan qualité tourisme et de l'adhésion, la question qui m'avait été posée par une journaliste tout à l'heure, l'adhésion des établissements hôteliers à la mise à niveau préconisée par le plan qualité tourisme algérien. Sachez qu'il y a des mesures incitatives extraordinaires par rapport aux prêts bancaires. 3,5 pour le nord, 3,5 pour le nord et 4,5 pour le sud. Il y a des bonifications, je ne dirais pas que c'est le summum, mais quand même, c'est très appréciable par rapport à l'accompagnement des projets d'investissement. Et vous le savez aussi que l'État a permis le paiement de l'accès à la concession des terrains au niveau du nord comme au niveau du sud, avec des mesures incitatives extraordinaires. Je vous donne un exemple. Si vous voulez, j'extrapole pour revenir à votre... Si je voulais investir au Grand Sud algérien, est-ce que vous savez que vous payez au dinar symbolique pendant 15 ans? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous ne communiquons pas bien. 15 ans, l'investisseur ne paye qu'au dinar symbolique le montant de sa concession, de son terrain. Et à partir de la 16e année, il paye bien 50%. À vie. Quand vous êtes au sud, ça c'est le Grand Sud, 10 ans au dinar symbolique, et à partir de la 11e année, 50%. Quand vous êtes au nord, pendant les 3 premières années de votre investissement, vous payez 10% du montant. À partir de la 7e année, vous payez 50%. Et quand même, de grâce, il y a des mesures incitatives qui sont là pour accompagner aussi bien, c'est la même chose, aussi bien les établissements dans le cadre de leur mise à niveau que les investissements flambant neufs. Maintenant, à charge pour nous, d'abord, de les médiatiser, de communiquer à large échelle, mais aussi, parce que moi je ne connais pas malheureusement, beaucoup d'établissements qui en ont profité aussi. C'est comme si ça ne les intéressait pas. Mais moi, je vous le dis, mon problème, le problème du tourisme, je sais qu'il se situe dans la concurrence. Ils ne voient encore pas la nécessité vous comprenez, d'investir, de débourser. Parce qu'ils se disent, pourquoi je vais investir? Je travaille. Le jour où la concurrence sera instaurée, vous allez voir qu'on parlera un autre langage. Vous allez voir. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Ça changera par rapport au moment où il y aura la concurrence. Et que voulez-vous que je vous dise? Il faudra d'abord, et je vais peut-être terminer avec ça, il faudra d'abord que l'activité touristique revienne aux professionnels. C'est la condition sine qua non. Vous voulez que le tourisme décolle? C'est très simple. C'est très simple. Le savoir-faire, on ne peut pas s'en passer. Sans savoir-faire, sans savoir, on ne peut pas faire. Maintenant, je finirai par la saison estivale. Personne ne m'a posé la question. Ça m'est venu comme ça quand M. Arbi a commencé. C'était quoi?
Ah oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Je parlais tout à l'heure que nous sommes en train de revisiter les lois, aussi bien des voyagistes que des établissements hôteliers. J'ai répondu à madame tout à l'heure quand on m'a parlé de catégorie unique. J'ai dit qu'on était sur une loi qui est en train de revoir la classification, de revoir le mode de fonctionnement. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne m'avez pas entendu. Donc le dossier hébergement est ouvert lui aussi. Maintenant, de grâce, si vous avez des suggestions, faites-nous en part. Vous comprenez? Parce que une loi ne règle pas un problème. On ne fait pas une loi pour régler un problème. On fait une loi suite à un constat fait par les professionnels du secteur. C'est très important. Moi, quand j'ai parlé de mesures incitatives par rapport aux voyagistes qui privilégient le domestique et le réceptif, je sais que beaucoup de nos agences souffrent le martyre. Je le sais. Je le sais, souffrent le martyre parce qu'il y a quelque part une concurrence déloyale. D'accord? Donc le dossier hébergement est ouvert aussi. Maintenant, bon, je ne le redirai jamais assez, c'est un problème de feedback. C'est un problème de bilatéralité. L'administration, l'échec, si échec il y a, que Dieu nous en préserve, c'est l'échec de tous. Et la réussite, c'est la réussite de tous. Je dis toujours que nous ne sommes pas du même bord, mais on cherche le même port. On n'est pas du même bord. Mais on a le même objectif. On cherche le même port. Pour la saison estivale, je finirai avec ça. Nous sommes donc à la veille de la saison estivale 2013. Monsieur le directeur du tourisme et de l'artisanat est là. Moi, je dis que les plages d'Oran méritent mieux que ce qui se voit ça et là. Donc je vais me substituer à vous, mesdames les élus, parce que je sais que vous avez déjà fait ce constat. Je l'ai deviné. Les plages d'Oran méritent beaucoup mieux. Bon, des efforts sont faits, c'est bien. Il faut que ces plages reviennent aux professionnels. Voilà. Voilà. Les plages doivent revenir aux professionnels. La loi 0302 est claire. Elle dit d'abord que les portions attenantes aux établissements hôteliers leur reviennent de droit. D'accord? 1. 2. Même si, par exemple, je ne sais pas, le Phoenix ou l'Eden demandent une concession, je lui donne la priorité. Je suis désolé. C'est l'activité. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le tourisme, ce n'est pas le social. Qu'on se mette bien d'accord. Parce que la plage, quand elle est concédée à un professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le professionnel, quand il gère une plage, il est en train de jouer la réputation de son organisme. Il a un nom derrière lui. Un label, une agence, un hôtel. Mais quand vous donnez la plage à un aventurier, moi j'aurais souhaité avoir ici les PAPC des communes côtières. J'allais vous le dire. Oui, parce que c'est vital. Quand on donne la plage à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le tourisme, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est le gain facile et rapide. Il s'en fiche royalement de ce qu'on dira après lui. Donc s'il vous plaît, de grâce, tapez le truc pour que les plages aillent aux professionnels. Et c'est à cette seule condition que le tourisme balnéaire à Oran connaîtra une évolution. Je vous assure que la solution est là, c'est le professionnalisme, c'est les professionnels, parce que quand vous donnez la plage en concession aux professionnels en exécution de la 0302, vous donnez la plage pour 5 ans. Et 5 ans, le professionnel investira sans crainte, il n'aura pas peur, parce qu'il sait qu'il a la plage pour 5 années. Mais quand vous lui donnez 1 ou 2 mois, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est un peu ça le... Quel est le rêve de celui qui fait la promotion? C'est de toucher un maximum de public. Et la saison estivale est le seul moment de l'année où on a la chance d'avoir des millions d'estivants concentrés sur un espace qui sont les plages. Donc c'est une occasion en or pour faire la promotion de la destination Oran. Il faut l'exploiter, il ne faut pas laisser passer ces... Et puis, parce que vous en avez parlé à demi-mot, le ramadan ne doit pas être une entrave. Non, ça ne doit pas être une entrave, bien au contraire. Ce n'est pas au ramadan de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter au ramadan. Donc le ramadan, si je veux que la plage soit fréquentée, il faudra que j'assure à l'estivant le transport nocturne, l'éclairage, la sécurité, l'animation. Mais qu'est-ce que je vais aller faire dans une plage où il n'y a pas de sécurité? J'aurais peur pour ma personne. Qu'est-ce que je vais faire dans une plage qui n'est pas éclairée, où le transport n'est pas assuré? Donc il faut qu'on s'adapte. Et je sais que par rapport à la présentation, à la préparation de la saison estivale, il y a une commission qui regroupe plusieurs secteurs. Et bien voilà, mettre l'accent sur... je suis sûr et certain que si l'estivant oranais trouve qu'il y a de l'animation dans telle ou telle plage, il va y avoir une fréquentation nocturne
nocturne, mais prodigieuse. Donc voilà, je dois vous dire combien a été mon plaisir. Je suis très sincère. Ça se sent, je crois, de vous rencontrer, de vous écouter et de découvrir aussi ce sens touristique extrêmement fort que dénotent vos interventions et aussi votre désir extrêmement urgent de faire décoller la destination oranaise. Ça s'entend, ça se sent et c'est de très bon augure pour le secteur. Sachez que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat œuvre pour ça, que nous avons donc cette lourde mission, Dieu sait qu'elle est très lourde, de remettre sur rail la destination Algérie, les destinations Algérie, et que les quelques indices que nous récoltons ça et là, je vous assure que c'est des indices extrêmement prometteurs. Il y a un engouement, peut-être vous ne le voyez pas parce que vous êtes à l'intérieur de votre wilaya, mais quand on sillonne, on le voit. Il y a un engouement mais du jamais vu en matière d'hôtellerie. Donc, quand je dis hôtellerie, c'est le moyen qui va... Donc, s'il y a l'hôtellerie, s'il y a le moyen, c'est que le besoin est là. Soyez sûr et certain que lorsqu'un investisseur réalise un hôtel, il sait très bien ce qu'il fait, il sait qu'il va travailler. Donc, je suis sûr et certain que nous sommes sur la bonne voie. نحن في أحسن رواق من أجل النهوض بالقطاع وأشكركم مرة ثانية على حسن الإصغاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.